Voilà. Donc, je ne vais pas vous parler de trans, ni de processus de changement, pas encore. Je pense que ce sont des thèmes qui apparaîtront dans ma thèse, mais j'en suis au tout début et pour l'instant, je vais vous parler donc du vécu subjectif du sujet expatrié. C'est donc une revue de littérature que j'ai menée dans le cadre de ma thèse qui porte sur la quête identitaire et la réappropriation de soi des sujets issus de familles expatriées qui consultent au cours de leur sujet, au cours de leur séjour en expatriation. C'est une thèse qui est dirigée par Nathalie Durier de notre laboratoire et co-dirigée par Philippe Drewski de l'Université Paris-Cité. Alors, brièvement, pourquoi j'ai interrogé la littérature à ce sujet? Parce que ma thèse, donc, son point de départ, c'est une rencontre entre un sujet expatrié en demande de psychothérapie et une psychologue clinicienne qui est expatriée elle aussi, dans un contexte spécifique qui est marqué d'abord par le choix que fait le sujet consultant de contacter un professionnel qui est du même pays d'origine et qui est lui aussi expatrié, puisqu'en effet, il y a des expatriés qui vont consulter localement quand c'est possible, quand l'offre existe, ou alors qui vont contacter un psychologue en France qui travaille en ligne. Le contexte est aussi marqué, bien sûr, par la similarité des expériences vécues, à savoir que les deux protagonistes de la rencontre ont fait ce choix de partir volontairement et vivent dans une temporalité un peu particulière qui est marquée par des allers-retours entre le pays d'origine et le lieu d'expatriation. Et puis, le plus prégnant, c'est que les deux protagonistes de la rencontre vivent dans des environnements qui, à la fois culturels et physiques, qui sont différents de leur environnement d'origine. Et le dernier point, c'est que la psychothérapie, le cadre de la psychothérapie est souvent, passe souvent par la visioconsultation, soit totalement, sur toute la durée de la prise en charge, soit en partie pour des raisons pragmatiques autant que pour des raisons latentes. Mais d'un point de vue tout à fait concret, quand on habite au fin fond du Niger, c'est difficile de consulter en présentiel, donc on va contacter quelqu'un en ligne. Et puis, bon, il peut y avoir des déménagements du côté du psychologue ou du patient. Voilà, donc en fait, cette revue de littérature, c'est un peu la première étape dans une perspective d'evidence-based practice voilà, pour collecter, pour faire l'inventaire des données existantes sur le vécu de l'expatrié. Donc, d'un point de vue méthodologique, rapidement, pour cette revue de littérature, j'ai d'abord mené une recherche très large sur différents moteurs de recherche pour me faire une idée de comment se représente l'expatriation aujourd'hui, une définition à laquelle on aboutit quand on balaye différents moteurs de recherche, différents dictionnaires, l'étymologie. S'expatrier, c'est s'installer à l'étranger volontairement avec la possibilité du retour. Ce qu'on découvre aussi en menant une recherche générale, c'est que c'est un objet d'étude assez récent pour la psychologie clinique. Ça a surtout été abordé par les sciences de gestion, sciences économiques, la psychologie du travail, la sociologie. Et quand la psychologie clinique s'est intéressée au sujet, ça a été d'abord sous l'angle de l'adaptation et de l'acculturation. Je pense pour la bonne et simple raison qu'il s'agissait de comprendre pourquoi certaines expatriations échouaient. Et ce qui est entendu par échec dans la littérature, c'est un retour anticipé dans le pays d'origine. Alors bien sûr, pour moi, il n'est pas question de réfuter la question de l'adaptation, elle est réelle, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de comprendre ce que vit l'expatrié pendant son séjour à l'étranger. Donc j'ai mené une revue de littérature en suivant la méthodologie Prisma, donc spécifiquement sur le thème du vécu subjectif de l'expatrié. Alors voilà le diagramme des flux auquel j'aboutis à l'issue de cette revue de littérature. Je passe sur les détails, on pourra y revenir éventuellement si vous le souhaitez après. En gros, je suis partie de plus de 400 références pour aboutir après exclusion suivant certains critères
à 26 références, articles, thèses. Et le constat général, non, plutôt l'épistémologie, pardon, de ces 26 références est assez commune. Les travaux sont fondés sur l'anthropologie psychanalytique, la psychopathologie de la migration, l'ethnopsychiatrie et la clinique de l'exil, avec donc des concepts euh, tels que tout ce qui tourne autour de la construction du narcissisme via les relations d'objets, donc Bion, Klein et Winnicott, les travaux sur l'introjection des liens de Ciccone et L'Hôpital, les premières symbolisations corporelles non figuratives de Konieczekis, les accorpora culturels de Rouchy, avec des travaux d'anthropologie aussi, et les processus d'introjection et d'incorporation, entre autres d'Abraham et Torok. Et puis tout un travail sur les variations du moi, à partir des variations du moi de Federn, les enveloppes psychiques d'Anzieux et l'enveloppe visuelle du moi. Donc un travail sur les enveloppes. Donc le constat général qu'on peut faire à l'issue de cette revue de littérature, c'est que si la motivation est indispensable, elle ne suffit pas à réussir son déplacement. C'est une citation de Payan. Et moi, dans mon vocabulaire lambda, ça donne le syndrome du poisson rouge. Qu'est-ce qui se passe quand finalement on change d'environnement? Donc, j'ai essayé de modéliser les résultats de cette revue de cette façon. La littérature s'accorde sur le fait que le séjour à l'étranger peut donner lieu à une crise narcissique et identitaire, et que les enjeux de cette crise sont marqués par les motifs latents du départ, qui vont avoir une influence sur la façon dont des séparations antérieures vont être réactualisées pendant le séjour à l'étranger, et comment le changement d'environnement va réactualiser aussi certains vécus passés. Les modifications des liens d'appartenance ont aussi une part dans la possible crise. Et puis le fait que les expatriés vont pouvoir faire à l'étranger une autre expérience d'eux-mêmes. Donc je vais passer ces 4 points en revue plus précisément. Tout d'abord, les motifs latents du départ. Voilà, évidemment, on s'expatrie généralement parce que on cherche d'autres conditions de vie, préférablement meilleures. Ça reste une migration, même si elle est marquée par le fait qu'on peut revenir dans son pays d'origine et que c'est une installation temporaire, mais on va chercher ailleurs quelque chose de mieux et bien généralement pour des raisons professionnelles. Mais ce que pointe la littérature, c'est que il y a des motifs sous-jacents. Le premier étant un désir de fuite, ce qui est abordé par pas mal d'auteurs, Buron, certains Élu Boulois, Drewski, Pois Sauvage, Wong, Ribérol-Collin et Tiberghien. Donc un désir de fuite d'un côté, et puis d'un autre côté, un désir de métamorphose, un désir de changement interne, abordé à peu près par les mêmes auteurs. Et il y a Huang qui va jusqu'à parler d'attente messianique, donc c'est-à-dire une attente d'un changement transcendant. Plus précisément, Buron, Huang, Drewski, Payan et Ribérol-Collin vont insister sur la dimension du fantasme autour duquel va s'articuler le projet de départ. Cerdin et Duboulois, Drewski et Tiberghien ont particulièrement travaillé sur la part de l'idéal du moi dans le projet de départ, sur les phénomènes d'idéalisation, à la fois du départ, du séjour en expatriation, de ce qu'il va s'y passer, et puis sur ce que ça peut apporter comme revalorisation narcissique. Ça va jusqu'à, chez certains sujets, devenir une sorte de marque de fabrique. Et puis, chez Huang et Ribérol-Collin, ce qui est ajouté aussi, c'est que chez certaines personnes, il peut y avoir une forme de, désir d'un retour à un passé idéalisé qui fait penser à la phase d'illusion de Winnicott, donc une forme de grande proximité proche de la relation mère-bébé. Et ces motifs, donc latents, Cerdin et Duboulois, Drewski et Pestre s'accordent sur le fait qu'ils vont être révélés
dans l'après-coup de l'installation. Donc, le deuxième point, c'est que s'expatrier, c'est avant tout se séparer de son environnement familier et que cette séparation va convoquer la capacité à être seul et va réactualiser des séparations antérieures, voilà, qui ont été vécues pendant l'expérience infantile et qui donc ont été partiellement symbolisées. Les différents auteurs s'accordent sur le fait qu'ils observent des modalités défensives en réaction à ça, isolation, clivage, identification projective, des fixations à des positions antérieures, schizoparanoïdes ou dépressives, et du mal-être, au sens où KS s'entend. Robert de Montron et Drewski s'attardent un peu sur la fonction de la nostalgie, qui, selon eux, a une importance dans la possibilité que le sujet va trouver de rester en lien avec ce de quoi il s'est séparé, avec évidemment un écueil de l'ordre du repli sur soi et voire de quelque chose d'un peu mortifère. Et Hwang et Drewski précisent que, étant donné que l'expatriation est bien souvent limitée dans le temps, pas toujours, mais généralement on part pour 2, 3 ou 5 ans, ça va être plus facile, plus cette temporalité est marquée, plus ça va être facile de contenir l'expérience. Et enfin, Drewski, Hwang, Pestre et Ribeyrolles-Collin précisent que si c'est une énième séparation, c'est une séparation, ça reste une séparation voulue, que donc ça peut être compris comme une tentative de réappropriation de l'acte de séparation. Ensuite, donc, s'expatrier, c'est changer l'environnement. Donc, Drewski et Hwang rappellent que la culture représente un miroir narcissique. Donc, on se reconnaît dans son environnement culturel, que forcément, quand on change d'environnement culturel, on ne se reconnaît plus. Donc, ça peut engendrer des perturbations de la continuité et de la cohérence du moi. Autre fait important, quand on arrive dans un nouvel environnement, bien souvent on manque de représentation pour cet environnement et ça peut réactualiser des vécus archaïques qui sont proches de la première rencontre avec l'autre. Le premier moment dans la vie où on a tous manqué de représentation, c'est à notre naissance. Et Drewski, Green, Hwang et Ribeyrolles-Collin évoquent aussi cette part d'étranger en soi qui va être révélée pendant le séjour en expatriation. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? C'est que arrivé à l'étranger, le sujet va ressentir des choses qui lui sont pas familières, il va réagir de certaines façons, il va se passer des choses en lui et ça lui est étranger. Voilà. Donc c'est une rencontre avec l'étranger dans le sens commun du terme, mais aussi avec l'étranger en soi. Et ça donne lieu, selon Drewski et Pestre, à des angoisses d'envahissement. Ça peut donner lieu, en tout cas. Selon Hwang, à des angoisses d'annihilation. Et ce que j'avais pu moi observer autour d'un travail de recherche mené en master, c'est que ça peut donner lieu à des angoisses d'empiètement par le vide. La littérature s'accorde sur le fait que ce qu'on observe, ce sont des mécanismes de défense de l'ordre projection, clivage, identification projective, de l'idéalisation et des mouvements régressifs. Concrètement, le sujet est souvent pris dans des dysfonctionnements interactionnels et intersubjectifs, des mouvements d'idéalisation ou de rejet qui peuvent être assez violents, soit du pays d'origine, soit du nouveau pays. Et Cerdin et Duboulois, Drewski, Hwang, Pestre et Ribeyrolles-Collin insistent sur le phénomène de communautarisme. C'est pas général, mais certains sujets vont se replier sur leur communauté d'origine, pas toujours de façon pathologique d'ailleurs. Ça peut être une première étape de resserrement des liens avec les gens qui viennent du même pays. Il y a un travail particulier donc, qui est mené par Drewski, qui était mené en 2015, à propos de la modification des enveloppes psychiques qu'il observe au cours du séjour en expatriation et des modifications de l'articulation entre les différents espaces intra, inter et transsubjectifs.
Donc ensuite, s'expatrier, c'est exposer les liens au changement. Ouais, tout est dans le mot expatria, c'est aller hors de la terre des pères. Donc c'est un acte posé vis-à-vis de la filiation. Alors plus précisément, ce que nous dit la littérature, Drewski rappelle que c'est avant tout une expérience sensorielle, donc qui va impliquer l'intégration de nouveaux éléments culturels et donc changer la façon dont on est en lien avec les gens de la même culture, enfin de la même culture d'origine. Euh, Pestre et Tarafas insistent sur la dimension linguistique, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand on s'expatrie, on peut se retrouver dans un univers linguistique complètement différent. Donc, euh, ce qui participe aux changements qui ont lieu au niveau des liens. Dresky et Hirsch parlent de rupture, en tout cas de potentielle rupture de l'enveloppe culturelle et familiale. Et Dresky, dans un de ses articles, dans deux même, parle de la façon dont s'expatrier, ça peut amener à négocier le pacte narcissique familial, donc à déroger à ce pacte finalement. Bon, ben, moi, je ne fais pas comme les autres, je m'expatrie. Mais par contre, ça peut amener à faire évoluer ce pacte en contrat. Euh, le, En fait, ce qui est pointé là, c'est la question transgénérationnelle aussi, qui est abordée par Wang, Drewski et par Elise Pestre. Et, et par exemple, Drewski, dans l'un de ses articles, évoque que la distance géographique et culturelle qui va être posée via l'expatriation peut amener à une forme de protection face à des traumatismes non élaborés de l'histoire familiale. Cette distance peut aussi être une opportunité d'élaboration de l'ambivalence. Et puis, il y a aussi un travail de Cerdin et du Boulois à propos de l'autonomisation. Donc, encore une façon d'envisager les changements de lien. De lien et d'appartenance. Alors, concrètement, ce qu'on observe, c'est des rapprochements du groupe de la culture d'origine ou, à l'inverse, un rapprochement de la culture du pays d'accueil, des groupes du pays d'accueil, et puis la création de nouveaux groupes d'individus qui partagent la même expérience d'expatriation. On observe aussi, enfin, ce qui est observé dans la littérature, c'est la permutation de la place du sujet dans la famille et une possible symbolisation de l'histoire familiale, une reconfiguration des liens ou alors une répétition. Finalement, s'expatrier, c'est aussi faire euh, l'expérience d'autres façons d'être soi. Et là, la littérature aborde ça de deux façons différentes. Certains, avec du Gaulois, Drewski, Huang et Hirsch, évoquent le sentiment d'insécurité que peut provoquer l'arrivée dans un environnement inconnu, avec un certain vide social. Et au fait que le rapprochement avec la communauté d'origine peut servir d'objet transitionnel, peut permettre, ça peut être compris aussi, c'est Drewski qui propose ici une lecture via la théorie de l'attachement. Ça peut servir de tremplin, voilà, pour ensuite aller explorer le nouvel environnement. À l'inverse, Drewski et Hirsch évoquent des situations de suradaptation, voire de momification du self. Donc, le sujet finalement va développer une façon d'être lui-même très adaptée à la culture locale, mais au prix ou au risque de se perdre lui-même. Enfin, ce que proposaient Drewski et Huang dans leur travail de thèse, c'est qu'ils pouvaient avoir, que des phénomènes transitionnels pouvaient avoir lieu dans le nouvel environnement. Et c'est ce que j'avais tenté d'explorer dans mon travail de recherche de master. Et le résultat de ça, c'est que pour certains sujets, l'étranger peut être vécu comme un espace non contesté et donc que cela peut donner lieu à une émergence et un élargissement du self. Donc, en conclusion, ce que nous dit la littérature à propos du séjour en expatriation, c'est qu'il peut donner lieu à une crise dans le sens des bouleversements, à la fois donc des bouleversements d'identité,
en tant que processus qui organise les relations à soi et aux autres, mais crise aussi dans le sens de création, de possibilité d'un ordre nouveau. Et plus précisément, ce qui est évoqué, ce sont des processus d'individualisation et de différenciation, une opportunité d'un nouveau rapport à soi et aux autres, qui est souvent souligné par Drewski. Riberol-Collin, elle, évoque le concept d'acte messager, c'est un concept de Roussillon, donc une tentative de symbolisation. Cerdin et Duboulois et Hirsch parlent d'un processus de maturation et de croissance qui peut avoir lieu via cette crise, finalement. Et Huang et Hirsch parlent même de rites de passage. L'expatriation peut revenir à un rite de passage pour grandir, en fait. Et moi, donc, l'objectif de ma thèse, bien, c'est de mieux comprendre les processus de changement qui ont lieu au sein de l'espace psychothérapeutique dans ce contexte de crise. Super, merci beaucoup, Ludmila. Ce que je propose, c'est que je te passe la parole, Léonore, pour pouvoir dire un petit mot sur cette présentation. Bah oui, merci beaucoup Léo, merci beaucoup Lunila pour votre présentation qui souligne bien l'enjeu de l'expatriation en tant que fuite, mais pas que, hein. On perçoit bien ça dans votre présentation et aussi l'opportunité qui est à saisir au niveau thérapeutique parce que ça représente vous dites un remaniement, des changements identitaires, un travail aussi du lien entre les personnes et aussi en soi. Euh, alors, moi, je fais un petit pas de côté en me disant, au niveau méthodologique, vous avez commencé par ça en me disant, mais voilà, moi, je suis moi-même expatriée. Euh, Comment est-ce que cela vous aide à la fois au niveau clinique ou pas d'ailleurs, les deux sont possibles. Quel est le support que ça vous apporte en termes de construction clinique et en termes de construction de votre protocole de recherche et au fur et à mesure dans la conduction de la recherche? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ces points-là? Oui, il y a deux questions, on est d'accord? Oui, il y a deux questions, je suis d'accord avec vous. Ça va être plus facile de répondre à la première. Au niveau clinique, je dirais que euh, c'est à la fois une aide et un risque. Bon, je vais rien dire de. Je vais pas lâcher un scoop. Hein, c'est quand on est dans le même bateau, ça aide à se comprendre, mais il peut y avoir quand même une illusion de similarité de vécu et il faut en avoir conscience. Euh, c'est vraiment les implications de cette similarité enfin, de ce contexte, en fait. Je pense que je suis pas à la fin de mes découvertes concernant ces implications. Euh, la- je- Moi, ce à quoi je pense souvent, c'est quand même à euh, pourquoi la personne qui me consulte a choisi quelqu'un qui est dans la même situation, qui est de la même origine et qui est expatrié comme lui. Quels sont les enjeux de ça? Et ensuite, bah, évidemment, quand une personne va parler de ce qu'il est en train de vivre et puis que ça fait penser à quelque chose que moi j'ai traversé personnellement, bah, il y a tout un travail en toile de fond, voilà, à la fois dans l'instant et puis ensuite après la séance pour comprendre comment ça peut être justement mobilisé ou pas. Et concernant le travail de recherche, bon, ça rejoint des concepts évidemment comme le contre-transfert, mais justement, je pense que sur ce coup-là, il est peut-être pas suffisant. Il est intéressant, et bon, je m'en sers régulièrement, voilà, il est utile,
Mais il n'est peut-être pas suffisant. Et ce qui me semble peut-être intéressant, c'est d'aller vers la notion de savoir expérientiel. Enfin, c'est comment mettre ça à profit finalement. Évidemment, les notions de contre-transfert permettent d'éviter les phénomènes de collusion, tout ça. Mais quand même, il y a quelque chose qui peut être mis à profit et ça me paraît intéressant. Ça fait partie des thèmes qui, à mon avis, ressortiront dans le travail de recherche. Ça veut dire que ça peut avoir une place finalement dans vos résultats et que c'est à réfléchir aussi comment est-ce que ça se construit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vous dites avec des mots différents de ce que je vais utiliser, mais une distance qui soit similaire pour chaque patient, à juste titre d'ailleurs, on est tous d'accord avec ça. Euh, et, euh, et du coup, effectivement, il va y avoir une différenciation entre le résultat et l'interprétation qui va être forte à faire et à considérer en ce qui Ouais. concerne ce positionnement. D'accord. Ok. Mais je vous remercie pour ces éléments de réponse. Je n'ai pas regardé du tout. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées Damien Non. a levé la main, Ah apparemment. bah pardon, Damien. Ton micro est éteint, Damien. Désolé, merci. Merci à Ludmila pour cette belle présentation bien claire où tous les enjeux sont bien pesés. J'ai cependant une question. Pourquoi avoir limité la rue littérature à la littérature francophone? C'est pas un choix. C'est juste que les 26 publications sur lesquelles j'ai abouti, j'ai pas sélectionné la littérature francophone. Voilà. Les 26 publications sélectionnées, elles sont en français. D'accord. Voilà. Mais dans Non, il y en votre... avait une en anglais. Faux, il y en avait une en anglais. D'accord. Mais dans votre diagramme de flux, vous n'indiquez comme source que Kern. Non, alors bon, je vais pas repartager mon écran, mais donc j'ai commencé par Kern et j'ai ajouté Percé pour le fichier national des thèses et puis les publications donc du réseau PsyExpat, hein, qui ne sont pas forcément considérables comme des publications scientifiques, mais qui sont des témoignages de cliniciens avec un effort de réflexion théorico-clinique et qui me paraissait précieuse. Donc, c'est pour ça qu'au final, j'arrive à 440 publications. Et je pense que, en fait, j'aboutis à des publications essentiellement en français parce que côté anglo-saxon, ça a été surtout abordé sous l'angle de l'adaptation, de l'acculturation et du stress, voilà, du stress, du choc culturel, quoi. Et donc plutôt comportementaliste. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le vécu subjectif de l'expatrié. Donc, en fait, je ne sais plus combien j'en ai éliminé, mais dans les critères d'exclusion, il y avait tout ce qui était adaptation, acculturation. Je crois qu'il y avait une centaine de publications de cet ordre-là. Merci beaucoup pour ces précisions. Il y avait aussi une question sur le chat, Ludmila. Je te la transmets. Pensez-vous que le choix du pays d'accueil avec ses déterminations ont un impact qualitatif sur l'expérience de l'expatrié, de l'expatriation? Oui. Alors, là, ce n'est pas un résultat de recherche que je vais donner, c'est plutôt un avis de clinicienne, mais oui, c'est ce que j'observe. Alors, il y a le choix du lieu. Je donne un exemple, mais dans les pays où on ne parle pas la même langue, voilà, un Français qui va s'expatrier en Chine ou au Vietnam va se retrouver dans un vécu d'isolement beaucoup plus important que quelqu'un qui s'expatrie au Sénégal. Ou je sais pas, dans un pays européen, en Belgique. Donc, ce vécu d'isolement, s'il fait écho avec d'autres vécus d'isolement, des vécus infantiles qui n'ont pas pu être élaborés, et ça va déclencher quelque chose qui n'aurait pas été déclenché dans une expatriation différente, quoi. Ça, c'est ce que j'observe. Maintenant, il y a le choix du pays. Alors, on ne choisit pas toujours le pays dans lequel on s'expatrie, loin de là,
Mais il y a aussi les conditions. C'est-à-dire que quelqu'un qui est expatrié pour une grosse entreprise, qui va se retrouver tous les jours avec des Français comme lui dans une organisation de société qui est la même que celle qu'il avait en France, il n'a pas le même vécu que quelqu'un qui va monter sa petite entreprise tout seul dans un endroit paumé. Voilà. Donc, il y a à la fois le pays, puis il y a le type d'expatriation. Et je vois une remarque là dans le chat. Et effectivement, ça dépend aussi de si on travaille ou pas, si on est un enfant ou pas. Voilà. Il n'y a pas que les conjoints qui sont suiveurs, les enfants suivent aussi. Et d'ailleurs, souvent, enfin, ils peuvent s'en plaindre, dire bah non, moi, j'ai pas décidé. Et il y a également une différence, ou plutôt une question sur la différence entre les personnes qui s'expatrient a priori définitivement dans un lieu et pas uniquement dans le cas des contrats de 3 à 5 ans. Est-ce que tu vas prendre en considération ces différences dans ton étude? Oui, oui, évidemment. Et là, enfin, quelqu'un qui s'expatrie définitivement, moi, je ne sais pas si c'est encore un expatrié. Enfin, suivant la définition, non, il ne l'est plus. À ce moment-là, il émigre ou il s'exile. Mais c'est apparu, par exemple, pendant la période Covid, il y a beaucoup d'expatriés qui ont réalisé justement que soit ils étaient très contents de ne pas pouvoir rentrer en France. Ils se sont dit, bah, en fait, est-ce que j'aimerais m'exiler? Je résume, hein, et puis à l'inverse, des personnes qui ont très mal vécu le fait de ne pas pouvoir rentrer en France et qui du coup ont anticipé leur retour parce qu'ils ils pouvaient pas supporter de ne pas savoir quand est-ce qu'ils allaient rentrer. L'expatriation, c'est vraiment une migration, mais particulière dans le sens où on sait qu'on va rentrer. À partir du moment où on se dit, bon, bah, je vais pas rentrer, c'est plus tout à fait une expatriation. Ouais, moi, ça me fait penser beaucoup ce que tu dis, Ludmilla. Et en fait, j'ai aussi pensé tout à l'heure avec la présentation de Justine au concept de liminalité. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, alors je ne pourrais pas le redéfinir là, mais c'est le concept de l'entre-deux en fait. Alors, Oui, moi, je le connais parce qu'on l'utilise dans la notion de handicap et de la maladie, mais ça me fait penser à ça aussi, ce que tu dis de ouais, l'immigrer qui est dans un tout à fait. entre-deux. Tu vois, tu parles de la transformation identitaire et, on n'est plus totalement dans l'un, mais on n'est pas complètement non plus dans l'autre. On est dans cet entre-deux et comment ça peut à la fois être à défaut d'eux, mais aussi être un argument à développer quelque chose de nouveau, quoi, comme tu le disais très bien. Donc voilà, c'est ce qui m'est venu.